Bonjour à toutes et tous, mon nom c'est Stéphane Roche, je suis le directeur de l'Institut en environnement, développement, société. Je pense que c'est notre deuxième ou Oui, deuxième deuxième cette webinaire saison. de l'année universitaire 24-25. On est très très heureux de vous accueillir toutes et tous, puis on est encore plus heureux d'avoir avec nous Jean-Frédéric Morin, notre conférencier, pour plusieurs raisons. D'abord parce que Jean-Frédéric est très très c'est un des membres très très actifs de l'Institut EDS. Et parce qu'il va aussi nous parler d'un thème dont le titre de sa présentation, c'est Comment concevoir un accord environnemental ambitieux et rassembleur. Puis c'est un thème qui est excessivement d'actualité, pardon, en ce moment. Vous n'êtes pas sans ignorer que la COP 16 sur la biodiversité a lieu en ce moment même, je crois, à Cali, et que d'ici quelques semaines, la COP 29, la COP climat, se tiendra à Bakou, en Azerbaïdjan. Donc deux grands événements au cours desquels, précisément, des accords environnementaux ambitieux, rassembleurs, sont discutés, négociés. Et donc, je pense que c'est une bonne chose de pouvoir profiter de l'œil expert de Jean-Frédéric aujourd'hui. Puis, puis après, je vais arrêter là, je vais lui laisser la parole. Enfin, je vais donner la parole plutôt à Jason qui va nous expliquer comment va se passer le webinaire. Mais juste pour vous rappeler que, si vous ne le savez pas, mais je crois que Jean-Frédéric va le dire, l'Université Laval, par l'intermédiaire en particulier de Jean-Frédéric, est aujourd'hui l'hôte d'une base de données internationale sur les accords. Je pense que tous les accords depuis, tu vas nous le dire plus précisément, depuis de nombreuses années, sont recensés dans cette base de données. On peut accéder aux textes, aux discussions, aux éléments qui permettent de comprendre ces accords. Donc c'est une véritable richesse. Puis l'Institut EDS est très, très à la fois fier, heureux et honoré de pouvoir être l'hôte par l'intermédiaire en particulier de Jean-Frédéric de cette base de données. Donc j'arrête là, je vous souhaite un bon webinaire, puis je redonne rapidement la parole à Jason qui va nous expliquer comment le tout va se dérouler. Merci beaucoup encore. Merci beaucoup, Stéphane. Rapidement, Jason Fournier, coordonnateur d'activité à l'Institut DS. Donc, je vais être un peu gardien du temps, mais pas trop strict aujourd'hui, ce midi. Donc, juste pour vous expliquer le déroulement, M. Morin va faire une présentation d'environ 20 minutes. Il y aura bien sûr une période de questions-commentaires d'environ 20 minutes parce qu'on veut garder du temps à la fin. On va vous présenter une série de capsules qui ont été réalisées dans le cadre d'un événement d'envergure qui a été organisé par M. Morin, justement, Jean-Frédéric, à Québec en juin dernier. Ces capsules-là sont lancées aujourd'hui, donc restez des nôtres là, jusqu'à la fin. Voilà, écoutez, sans plus tarder, j'invite M. Morin à entamer le partage de sa présentation. Et Jean-Frédéric, la parole est à toi. Merci beaucoup Jason, merci beaucoup Stéphane. Effectivement, là, je vais partager mon écran. Voilà, je pense que c'est chose faite. Est-ce que vous voyez bien le PowerPoint? Oui, Très bien. Donc, merci Jason, merci Stéphane pour votre présentation. Merci à toute l'équipe de DS. Et puis, bon appétit à vous tous. Je présume qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui êtes en train de manger, en fait, pendant cette présentation. Je vais essayer de me limiter. On a convenu d'une vingtaine de minutes. Donc, je vais essayer de me limiter à une vingtaine de minutes. Euh, je vais commencer en soulignant que c'est une présentation sur les traités internationaux dans le domaine de l'environnement, et je vais souligner leur importance, en fait. Alors, bien sûr, ce n'est pas une panacée. On ne peut pas régler tous les problèmes internationaux uniquement tous les problèmes environnementaux par le biais de traités. On sait qu'il y a plusieurs difficultés, défis importants qui sont associés à la négociation et à la mise en œuvre des traités environnementaux. Néanmoins, de façon générale, les accords environnementaux sont mis en œuvre, ils encouragent l'action, on voit que ça a un impact au niveau national, ça structure certainement les débats, puis pas simplement les débats à l'échelle internationale, mais aussi des débats à l'échelle nationale, même locale en fait. Alors, on a tendance à parler
souvent des mêmes accords internationaux. D'ailleurs, là, j'ai mis une illustration qui rappelle l'accord de Paris. Il y a la COP sur la biodiversité en ce moment. Donc, on parle souvent de ces deux accords multilatéraux, mais il y en a plusieurs autres dans les grands accords multilatéraux qui ont été conclus dans les dernières années. Il y a celui de Minamata sur le mercure. L'année dernière, il y a celui sur la biodiversité, donc BBNJ, au-delà de la souveraineté, des zones de souveraineté nationale. Et puis, il y a plusieurs autres accords internationaux là, multilatéraux dans le domaine de l'environnement qu'on peut imaginer. Moi, dans le cadre de mon cours, par exemple, on fait l'exercice d'une négociation d'un traité sur la géo-ingénierie, en fait, parce que je pense que c'est un des thèmes dont on va certainement débattre à l'échelle internationale dans les prochaines années. Et à chaque fois qu'on négocie un de ces traités multilatéraux, on doit se poser la question du design, en fait, dans la conception de ces traités. Qu'est-ce qu'on y met? Est-ce qu'on prévoit des exceptions pour les pays en développement? Est-ce qu'on prévoit un mécanisme financier? Est-ce qu'on prévoit un mécanisme de règlement des différends? Est-ce qu'on prévoit un système de rapport pour les États membres? Est-ce qu'on crée une COP? Si oui, quelles sont les procédures de cette COP? Est-ce qu'on laisse une place à la transparence ou à la participation de la société civile? Si oui, quelle est-elle? Alors, quand on aborde toutes ces questions-là, se pose un dilemme et c'est celui qui oppose en fait l'ambition et l'attraction que peut avoir un traité international dans le domaine de l'environnement. Parce qu'on peut penser à un certain nombre d'accords multilatéraux sur l'environnement qui ont un degré élevé d'ambition, mais pas un degré élevé d'attraction. Alors, c'est le cas, là, ici, j'ai mis l'exemple du protocole de Carthagène sur la biosécurité. C'est un protocole qui prévoit des règles assez précises et contraignantes pour ce qui est du commerce international des OGM, mais qui n'a pas été ratifié par les pays qui exportent justement des OGM, les principaux exportateurs, là, dont le Canada, dont les États-Unis. Donc, on a des règles élevées, mais on n'est pas allé rejoindre les pays qui comptent. Inversement, il y a des accords multilatéraux dans le domaine de l'environnement qui n'ont pas particulièrement des règles très ambitieuses. Alors, c'est le cas de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, mais qui ont rejoint presque l'ensemble des États de la planète, hein, même les pays exportateurs de pétrole, l'Arabie saoudite, d'autres ont rapidement rejoint la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Alors, il semble qu'on peut avoir l'un ou l'autre, ambition ou attraction, mais qu'on a de la difficulté à avoir les deux et qu'il faut choisir. Le propos de ma présentation, c'est que c'est peut-être un faux dilemme. À partir du moment où on introduit la temporalité, hein, puis on ne s'intéresse pas à est-ce qu'un accord, au moment où il est conclu, est-ce qu'il est ambitieux ou est-ce qu'il rejoint un grand nombre de pays? Je pense que si on introduit une temporalité, on peut regarder une dynamique à travers le temps, en fait. Et un accord qui peut commencer modeste, que ce soit par ses règles ou par ses parties, c'est-à-dire les États qui l'ont rejoint, peut graduellement gagner à la fois en membership ou alors devenir de plus en plus ambitieux dans les règles, dans les règles qu'il prévoit. Et donc, on peut résoudre ce dilemme en fait, de l'ambition et de la participation, de l'attraction à travers le temps. Et donc, ce qui soulève la question du dynamisme des traités. Pourquoi est-ce que certains traités sont dynamiques et d'autres ne le sont pas? Alors là, ici, j'ai mis un exemple de quelques traités qui sont statiques, qui ont été conclus il y a une cinquantaine d'années et qui, depuis 50 ans, ont attiré très peu de nouveaux pays, même si ce sont des traités qui sont ouverts à l'adhésion par tous les États. Pour tous les États, ce ne sont pas des accords qui sont bilatéraux ou régionaux de nature. Alors, la Convention sur la protection des oiseaux de 1973, elle a jamais été amendée et puis elle n'a pas attiré de nouveaux États membres dans les dernières années. La Convention sur la prévention des accidents industriels, même chose, simplement 18 ratifications. Alors,
alors que c'est quand même une question importante. Là, on peut penser à l'explosion du bofal en Inde, là, qui peut avoir des conséquences dramatiques sur le plan de l'environnement, incluant au niveau transnational. J'ai mis l'accord sur la Lune, en fait, qui a des dispositions intéressantes sur le plan de l'exploitation des ressources naturelles dans une dynamique environnementale, en fait, là, qui va au-delà de la biosphère, mais qui n'a pas été ratifiée par aucune puissance spatiale et qui a encore moins été amendée là, dans les 50 dernières années. À côté de ça, on a d'autres traités qui, eux, sont hautement dynamiques, qui ont rejoint un grand nombre d'États, pas nécessairement toujours au début, mais qui ont réussi, en fait, il y a un grand nombre d'États qui les ont accédés et qui ont été amendés à de nombreuses reprises. Alors, c'est le cas, par exemple, de la Convention Marpol. Elle a été amendée pour demander, pour exiger que les pétroliers, par exemple, aient une double coque pour éviter minimiser les risques de déversement, aussi pour limiter les émissions d'oxyde de soufre des navires. La Convention CITES a amendé à de nombreuses reprises, plus d'une vingtaine de fois, pour ajouter des espèces à la liste des espèces menacées, à son annexe 1, à son annexe 2. Et la Convention baleinière internationale, en fait. Donc, il faut se souvenir que la Convention baleinière, c'était initialement un club de chasse à la baleine. Il y a une douzaine de pays qui l'ont ratifié initialement, mais elle a été amendée à de nombreuses reprises. On a adopté un moratoire sur la chasse à la baleine. Aujourd'hui, il y a une centaine de pays. Il y en a quelques-uns des États qui se sont retirés. On a beaucoup parlé du retrait du Japon. Avant ça, il y a le Canada qui s'est retiré de la Commission baleinière internationale, mais de façon générale, il y a un très grand nombre d'États qui sont membres, incluant des États qui n'ont jamais eu une activité de chasse à la baleine. Alors, quel est l'ingrédient actif? Qu'est-ce qu'on doit inclure dans un traité international pour qu'un traité soit dynamique? Et là, on présuppose que le dynamisme est une façon de dépenser le dilemme entre l'ambition et la participation. Qu'est-ce qui fait, donc c'est la question en fait qui m'intéresse, pourquoi certains traités sont statiques alors que d'autres sont dynamiques et surtout, qu'est-ce qu'on doit inclure dans un traité? Quel est l'ingrédient, quelle est la graine qu'on doit semer pour qu'à travers le temps, hein, fleurisse en fait le régime international qu'on a élaboré. Alors, Stéphane en a parlé. On a effectivement rapatrié à l'Université Laval une base de données qui existe déjà depuis une vingtaine d'années, qui recense plus que des centaines. Là, c'est des milliers d'accords internationaux sur l'environnement. Il y en a près de 2000. Donc, on a fait ça conjointement là, avec des profs de la Faculté des sciences sociales et de la Faculté de droit. On l'a rapatrié à l'Université Laval, puis on a l'intention de la maintenir, puis la garder à jour, de la développer. Et moi, j'utilise déjà cette base de données-là depuis plusieurs années dans mes travaux de recherche. Et ce que j'ai fait dans les dernières années, c'est que j'ai essentiellement engagé une petite armée d'étudiants, d'auxiliaires de recherche, qui m'ont aidé à identifier des clauses particulières qu'on retrouve dans ces accords internationaux sur l'environnement. Alors, on a fait plusieurs travaux. Là. Ici, vous en avez quelques exemples. On s'est demandé quels sont les accords qui vont inclure des dispositions sur la santé, par exemple. Quels sont les mécanismes d'amendement de ces accords-là? Quels sont les principes que l'on retrouve dans les accords? Quels sont ceux qui ont une COP et ceux qui n'ont pas de COP? Quels sont ceux qui ont des mécanismes de flexibilité, toutes sortes d'exceptions qui sont prévues aux accords, puis ceux qui n'en ont pas? Mais bon, bien sûr, avoir un mécanisme d'amendement, ça peut faciliter l'adoption, puis l'adoption d'amendements et donc rendre un accord de plus en plus ambitieux sur le temps. Mais ça permet les amendements, ça facilite les amendements, mais ce n'est pas vraiment ce qui motive, en fait, à adopter un amendement. Alors, je pense qu'il faut chercher l'explication ailleurs que dans ces différents types de clauses là, qui ont été étudiées dans la littérature à laquelle j'ai contribué. Et j'ai pensé que peut-être que les clauses commerciales étaient une piste intéressante. Alors ça, c'est pas mon idée, en fait, là, c'est une idée qui a été développée par un lauréat du prix Nobel d'économie qui s'appelle William Nordhaus, qui, lui, ne s'intéresse pas aux accords environnementaux dans leur ensemble, il s'intéresse surtout à la question du climat. Et il suggère que les accords sur le climat, qu'on devrait adopter un nouvel accord sur le climat qui inclut des dispositions commerciales et surtout qui donne aux États membres d'un accord sur le climat des privilèges commerciaux. Parce que ces privilèges commerciaux fournissent, ça permet de créer un club, ça donne des avantages à ceux qui y sont membres. Et donc, parce que seulement ceux qui sont membres de l'accord ont accès à ces privilèges commerciaux, ça donne un incitatif pour rejoindre l'accord climatique.
Et aussi, on peut penser que les entreprises qui sont qui se trouvent dans les États qui ont ratifié cet accord qui inclut des clauses commerciales, des avantages commerciaux, ben, ces entreprises-là se sentent protégées de la concurrence des pays qui ne sont pas membres de cet accord. Parce qu'on peut imaginer là, que si ça fonctionne un peu comme un club, il y a des barrières commerciales qui s'imposent aux entreprises qui sont à l'extérieur de ce club. Et donc, les entreprises qui sont à l'intérieur du club sont, dans une certaine mesure, protégées de la concurrence d'entreprises qui ne sont pas soumises aux mêmes normes climatiques. On peut penser à une taxe carbone, par exemple. Alors, ça a amené à toute une littérature, principalement en économie. L'idée d'un club climatique est souvent présentée comme une idée théorique qui fonctionne sur papier, mais qui n'a jamais été expérimentée en pratique. Et c'est là où j'arrive avec la base de données, parce qu'en réalité, ça n'a pas été expérimenté sur la question du climat, comme Nordhaus l'imagine. Par contre, il y a un paquet de traités internationaux dans le domaine de l'environnement qui ont des clauses commerciales. Alors, c'est le cas de la Convention de Bâle sur les déchets dangereux, hein, qui vient restreindre l'exportation de déchets dangereux, notamment dans les pays qui n'ont pas ratifié la Convention de Bâle. C'est le cas de Minamata sur le mercure, le protocole de Montréal sur l'ozone, le protocole de Nagoya sur les ressources génétiques, la Convention CITES sur les espèces menacées, sur le commerce des espèces menacées, la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, la Convention de Rotterdam sur les produits chimiques et le consentement préalable pour l'importation et l'exportation de produits chimiques. Ça, c'est quelques-uns des accords multilatéraux qui sont peut-être les plus connus, et qui incluent des dispositions commerciales. Puis les dispositions commerciales, ce n'est pas des dispositions qui sont un peu anecdotiques, mais c'est vraiment des dispositions qui sont centrales dans ces accords multilatéraux sur l'environnement. Mais ce ne sont que quelques-uns des accords multilatéraux sur l'environnement qui incluent des dispositions commerciales. Alors, on a regardé plus de 2000 accords sur l'environnement et on en a trouvé 1279 qui ont au moins une clause commerciale. Alors, il y a plus d'accords sur l'environnement qui ont des clauses commerciales que d'accords sur l'environnement qui n'en ont pas. Alors, c'est ce que vous voyez ici. Là. Il y a une progression dans les deux cas, dans les accords qui ont ou qui n'ont pas, parce que c'est un nombre cumulé. Mais ce qu'on voit là, c'est qu'il y a quand même significativement plus d'accords qui ont des dispositions commerciales. Des dispositions commerciales qui sont de toutes sortes, de différentes natures. Et on les retrouve ici, vous les avez par type d'accord sur les thèmes des accords sur l'agriculture, sur la biodiversité, sur l'énergie, sur les pêcheries. Puis ce qu'on observe aussi, c'est qu'on retrouve des dispositions commerciales, pas simplement entre les pays à économie avancée, mais on les retrouve aussi dans des pays entre des traités régionaux de pays conclus entre des pays de développement, ou également aussi dans des accords qui sont nord-sud. Alors, il n'y a pas un pattern, en fait, là, qui émerge. Les dispositions commerciales, ce n'est pas uniquement pour s'attaquer à un type de problème environnemental ou entre un type de pays. On retrouve ces dispositions-là vraiment dans toute une gamme d'enjeux environnementaux et partout à l'échelle de la planète. Et quand on regarde, en fait, l'impact qu'ont ces dispositions commerciales sur les flux commerciaux, ce qu'on se rend compte, c'est que les dispositions commerciales ont tendance à augmenter le commerce entre les États qui sont partis aux traités environnementaux relativement au commerce entre les parties et les non-parties aux accords environnementaux. Alors, il peut y arriver que les accords environnementaux ont un impact net qui est négatif sur le commerce, mais l'impact est plus prononcé entre les parties et les non-parties, le commerce entre les parties et les non-parties, qu'entre les parties, il y a un accord commercial. Autrement dit, ce sont des clubs environnementaux. Les États se donnent des privilèges entre eux, entre les parties à un accord environnemental. On les appelle des accords environnementaux, mais ce sont presque des accords commerciaux dans leur nature et dans l'impact qu'ils peuvent avoir sur les flux commerciaux. Alors, on arrive à une première hypothèse. Plus un accord inclut des clauses commerciales, plus il est probable qu'il ait été amendé. Hein. Il y a certains accords qui ont été amendés. La Convention baleinière, comme je vous le disais, a été amendée 70 fois au moins. Un autre exemple, c'est le protocole de Montréal, qui lui aussi a été amendé près d'une vingtaine de fois pour ajouter des nouvelles substances
qui appauvrissent la couche d'ozone. Ce qu'on observe comme dynamique, c'est qu'il y a des entreprises qui étaient initialement opposées même à l'adoption du protocole de Montréal, mais quand elles sont invitées à changer leur façon de faire, elles investissent en recherche et développement, elles développent des produits substituts. Puis quand elles développent des produits substituts, elles imaginent il y a un nouveau marché potentiel qui se crée et les mêmes entreprises qui étaient opposées à un accord deviennent non seulement des défenseurs de l'accord, mais plaident et font du lobbying pour que l'accord devienne de plus en plus ambitieux parce qu'elles souhaitent commercialiser les produits substituts qu'elles ont développés. Alors, il y a cette dynamique qui se crée. On l'observe pour le protocole de Montréal, on l'observe aussi pour Mitamatan sur le mercure, où on observe qu'en Europe, il y a des entreprises effectivement qui sont en train de développer des produits substituts puis qui sont en train de faire du lobbying auprès de la Commission européenne pour que la Commission devienne plus ambitieuse en fait dans sa réglementation sur le mercure. La deuxième hypothèse, c'est plus un accord inclut des clauses commerciales, plus les États plus un grand nombre d'États vont accéder à cet accord environnemental après donc son entrée en vigueur. Un exemple de ça, c'est une convention sur le thon qui vient restreindre les importations de thon venant d'un pays, venant de pays qui n'ont pas ratifié la dite convention. Alors, on sait que plusieurs États, en fait, ont ratifié cette convention essentiellement pour pouvoir maintenir leur accès au marché lucratif des pays qui ont ratifié cette convention. Alors, c'est le cas du Belize, du Honduras, du Panama, du Sierra Leone, donc des pays essentiellement en Amérique latine puis en Afrique qui ont ratifié la convention pour préserver leur accès à des marchés lucratifs. Je n'entre pas dans les détails, en fait, sur le modèle de régression, mais en gros, on a intégré plusieurs variables de contrôle qu'on peut rapidement imaginer qui peuvent avoir un impact soit sur le nombre d'amendements d'un accord, soit sur les États, en fait, qui sont attirés et qui vont venir accéder à cet accord. Puis on distingue deux types de clauses commerciales, des clauses qu'on appelle libérales, c'est-à-dire des clauses commerciales qui vont favoriser le commerce, puis il y a d'autres types de clauses commerciales qui viennent plutôt restreindre le commerce. Dans les deux cas, les pays qui ont ratifié un accord environnemental sont avantagés par rapport aux pays qui n'ont pas ratifié l'accord environnemental. Alors, c'est un peu une forme de club positif ou de club négatif, mais dans les deux cas, ce sont des privilèges commerciaux que les pays se donnent. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, plus un accord, quand on regarde les résultats, plus un accord environnemental a des clauses commerciales, plus il y a des chances que des amendements ont été adoptés. Et là, ici, on présume puis on a fait un test, là, et effectivement, la grande majorité des amendements vont dans la même direction, c'est-à-dire que vont dans la direction pour améliorer soit le design institutionnel d'un accord, soit rehausser le niveau de protection. C'est très rare qu'un amendement est adopté pour atténuer, diminuer le niveau de protection qui est prévu. Ça arrive, mais c'est relativement rare. C'est vrai pour ce qui est du niveau d'ambition, c'est vrai à la fois pour les clauses commerciales qu'on dit restrictives ou libérales. Puis on a aussi développé un index, là, je n'entrerai pas dans les détails, mais plutôt que simplement d'avoir le nombre de dispositions restrictives ou commerciales, ben, on a développé un index où les différentes clauses sont pondérées parce qu'il y en a certaines qui nous semblaient plus importantes que d'autres et donc on leur donne un poids plus important. Mais qu'on utilise simplement juste le nombre de dispositions commerciales ou qu'on utilise un index qui est pondéré, on arrive finalement à des résultats qui sont similaires. C'est le cas pour l'ambition, mais c'est le cas pour l'attraction aussi. Par contre, pour l'attraction, ça fonctionne uniquement pour les clauses commerciales qu'on dit restrictives. Ça ne semble pas fonctionner pour les clauses commerciales qu'on dit libérales. Alors, ça milite en fait pour l'inclusion de clauses commerciales restrictives, particulièrement restrictives envers les pays qui n'ont pas ratifié les accords environnementaux. Alors, quelles sont les conclusions qu'on en tire? D'abord, les dispositions commerciales semblent offrir un incitatif à l'adhésion. Deuxièmement, les dispositions commerciales augmentent le soutien pour des engagements environnementaux supplémentaires, comme on peut le voir là, par l'adoption d'amendements.
Il y a un débat dans les dernières années là, dans ma discipline en sciences politiques de savoir est-ce que les pays qui ne s'engagent pas résolument là, pour la protection de l'environnement dans les accords internationaux, est-ce que c'est parce qu'ils sont dans un système de dilemme du prisonnier, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas avancer, les États-Unis ne veulent pas avancer parce que la Chine n'avance pas, puis la Chine ne veut pas avancer parce que les États-Unis n'avancent pas, et donc ils se renvoient la balle. Est-ce que c'est cette dynamique-là, c'est une dynamique internationale, ou est-ce que tout ça, c'est finalement pas que des prétextes? Et finalement, ce qui importe, ce sont plutôt des dynamiques nationales, notamment des mécanismes de lobbying de différentes entreprises. Et les États sont assez, finalement, imperméables à ce que font ou ne font pas les autres États. Donc ça, c'est un débat qui a lieu depuis quelques années dans ma discipline, particulièrement sur les changements climatiques. Ce que nos résultats suggèrent, c'est que les deux comptent. C'est que à la fois les dynamiques internationales et les dynamiques nationales sont importantes. Et les clauses commerciales dans les accords environnementaux permettent d'avoir un effet à la fois sur des dynamiques nationales, en encourageant les entreprises à développer des substituts, ce qui les encourage à changer leurs préférences. Puis il y a peut-être des entreprises polluantes qui disparaissent, puis il y a d'autres entreprises qui commercialisent des biens et des services environnementaux qui deviennent des lobbies importants. Puis c'est aussi une dynamique internationale avec des pays qui se retrouvent exclus de privilèges commerciaux, qui veulent accéder à ces privilèges commerciaux-là, et donc qui sont prêts à payer un prix environnemental, en fait, pour pouvoir accéder à ces privilèges commerciaux. Voilà. Au plaisir d'entendre vos commentaires et vos questions. Merci beaucoup, Jean-Frédéric. Euh, Super intéressant. Donc, écoutez, on va passer à la période de questions-commentaires. Je vous inviterai en tout cas, ceux qui le souhaitent, à ouvrir votre caméra pour qu'on puisse échanger là, un peu plus de manière informelle avec Jean-Frédéric. Donc, pour les tours de parole, ça peut être tout simplement comme Stéphane vient de faire, là, de me faire un petit signe. Vous pouvez aussi lever la main si vous souhaitez ou inscrire votre question dans l'outil conversation, là. Il y a ces différentes possibilités-là. Donc, oui, Stéphane. Oui, merci beaucoup, Jean-Frédéric. Je trouve ça vraiment super intéressant. Puis ce que je trouve très intéressant, puis c'est pas un domaine que je connais vraiment bien, c'est tu sais, l'hypothèse qui se valide que finalement, c'est souvent l'ensemble des clauses commerciales, enfin que les accords, même si ces accords internationaux ne sont pas explicitement présentés comme des accords commerciaux, il y a quand même toujours derrière cette dimension-là qui apparaît. Puis ma question peut-être est naïve, mais tu sais, sur le plan vraiment de la protection ou ou de l'incitatif à mettre en place des mesures qui vont dans le sens de limiter les impacts climatiques, etc. Est-ce que tu disais que malgré tout, à chaque fois qu'il y a des modifications, c'est toujours pour plutôt renforcer les protections que pour les affaiblir, mais malgré tout, tu sais, je pense tu sais, aux effets rebonds. Enfin, comment, est-ce que est-ce que tu as regardé ça, toi? C'est-à-dire que, tu sais, le fait que ça soit quand même, que sur le plan commercial, pour rentrer dans ces clubs, ou ces pseudo-clubs, les pays soient prêts à lâcher du loose parce que sur le plan commercial, c'est plus intéressant. Est-ce que, dans une économie mondialisée libérale, est-ce que ça, au fond, le bilan, est-ce qu'il est positif pour l'environnement ou pas? Enfin, tu sais, je ne sais pas si je suis clair dans ma question, mais... Oui, je pense comprendre la question. En fait, on n'a pas regardé, et évidemment, ce serait l'étape suivante, en fait, hein, de voir, de regarder l'impact sur l'impact environnemental, en fait, de ces clubs. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on a fait. Oui, oui. Et c'est assez difficile à faire de regarder l'impact parce qu'on a des accords sur les pêcheries, on a des accords sur les émissions de polluants, on a des accords. Et, non, et donc, on n'a pas un dénominateur ou une mesure qu'on peut utiliser, en fait, pour tous les accords pour mesurer leur impact. Ce qui est, ce qu'on a fait dans un autre projet, on a regardé l'impact. Est-ce que l'adoption d'un accord environnemental se traduit par l'adoption de lois ou de réglementations au niveau national, incluant dans les fédérations, dans les différentes juridictions, en fait. Et ça, c'est le cas, et c'est le cas particulièrement dans les pays en développement, en fait. Mais ça, c'est des fois c'est une relation de causalité là, qui est plus directe. Donc, en termes statistiques, puis logique, c'est plus direct. Ensuite, évaluer l'impact d'un accord international sur la déforestation, par exemple, sachant qu'il y a plein de choses qui peuvent se produire
entre l'adoption d'un traité puis de la déforestation. Le problème n'est pas nécessairement au niveau du traité, il peut être ailleurs. En fait. Il y a plusieurs Ouais. joueurs qui rentrent en ligne de compte là. La chaîne causale peut être très étendue. Mais l'exemple qui revient constamment en tête là, quand on parle d'un succès d'un traité international dans le domaine de l'environnement, c'est toujours c'est toujours le protocole de Montréal. Parce qu'on sait que le protocole de Montréal a effectivement, donc sur l'ozone, a effectivement conduit à une diminution très importante, en fait, là, des gaz qui appauvrissent la couche d'ozone. Mais on oublie parfois que, au départ, il y a plusieurs pays en développement qui n'étaient pas du tout enthousiastes avec l'idée du protocole avec l'idée du protocole de Montréal. Et bon, il y a différents facteurs là, qui les ont incités à finalement rejoindre le protocole de Montréal, mais un de ces facteurs-là, c'est les clauses commerciales. Parce que sinon, ils n'arrivaient pas à exporter leurs produits vers les pays développés. Et donc, un peu à reculons, ils ont accepté de rejoindre le protocole de Montréal. Mais on s'est aperçu que non seulement le protocole de Montréal avait rapidement eu des résultats intéressants, mais en plus, dans les dernières années, jusqu'aux amendements de Kigali, hein, a eu des avancées très, très importantes, puis pas simplement pour la question de la protection de la couche d'ozone, mais même pour les changements climatiques, en fait, parce qu'il y a des gaz qui, à la fois, appauvrissent la couche d'ozone et sont des gaz, à effet de serre. Donc, pour moi, c'est vraiment un très, très, très bel exemple qui a réussi à devenir vraiment rassembleur, qui a réussi non seulement à être ambitieux, assez ambitieux dès le départ, mais encore plus ambitieux avec le temps, jusqu'à encore très récemment. Et l'argument qu'on essaie de faire, c'est que ce n'est pas une exception. C'est que quand on regarde une population de 2000 accords sur l'environnement, il y en a plusieurs autres qui se comportent de la même manière. Maintenant, est-ce qu'ils ont eu le même impact? Parce que l'accord de Montréal, le protocole de Montréal, on le sait que ça a mené à une diminution des gaz qui appauvrissent la couche d'ozone, puis on le voit que la couche d'ozone, à certains endroits, est en train aussi d'être en rétablissement, en fait, là. Est-ce que les autres accords ont aussi un impact positif sur l'environnement? Ben, ça, c'est un peu une question ouverte. Mais on le sait que les accords sur l'environnement ont un impact. Mais encore une fois, comme je l'ai commencé au départ, là, c'est pas une panacée. C'est pas ça qui va résoudre tous les problèmes. Merci beaucoup, Jean-Frédéric. Merci à Stéphane pour la question. Donc, on avait une question aussi dans l'outil conversation, dans le chat en bon français. Donc, de M. Boulet. M. Boulet, j'ai vu que votre caméra était ouverte tantôt. Il n'y a pas de problème si vous voulez poser la question vous-même. Sinon, je vais simplement la lire au bénéfice de Ah tous. oui. Est-ce que vous souhaitiez, je pense que c'est une bonne question. Oui, donc les accords de Donc, les libre-échange accords de prévoient l'absence de libre-échange prévoient protectionnisme, l'absence en de fait. protectionnisme. Comment protéger l'environnement dans ce contexte? Nous avons par exemple une poursuite en cours avec le cas de GNL Québec. Donc, voici la question de M. Boulet. Excuse-moi, Jean-Frédéric, tu peux y aller. Oui, en fait, donc il y a deux questions distinctes. Là. Il y en a une sur l'investissement, puis il y en a une sur les obligations qu'on retrouve dans les accords de libre-échange, puis de façon générale dans les accords commerciaux multilatéraux aussi, là, incluant les accords à l'OMC. Il y a deux choses à dire. D'abord, il y a des exceptions sur la protection de l'environnement dans les accords sur l'OMC, puis incluant dans les accords de libre-échange, qu'ils soient bilatéraux ou autres. Dans les plus récents accords de libre-échange, il y a même des chapitres entiers qui portent sur la protection de l'environnement, qui, dans plusieurs cas, sont plus précis et ont plus dedans que les accords multilatéraux sur l'environnement. Donc là, on se retrouve dans un drôle de système où les accords commerciaux semblent aller plus loin sur la protection de l'environnement que des accords sur l'environnement. Mais je pense que la question, c'est comment est-ce qu'on peut prévoir du protectionnisme dans un accord sur l'environnement si les accords sur le commerce l'interdisent? Alors, le premier élément de réponse, c'est que d'abord, il y a des exceptions qui le permettent. Puis l'autre élément, c'est qu'il y a des dynamiques politiques aussi. Il y a en réalité presque tous les États, en fait, tous les États ne respectent pas à 100% leurs engagements commerciaux. Et il y a certaines questions pour lesquelles il n'y a pas de différends qui sont levés, il n'y a pas de plainte, les États-Unis ne vont pas se plaindre contre le Canada, puis ils ne vont pas se plaindre sur des questions environnementales. Puis je pense que quand c'est une question environnementale, le risque en fait là, de contestation notamment à l'OMC diminue. Et encore plus quand c'est un pays en développement ou un pays les moins avancés. Il y a des dynamiques politiques, on le sait très bien, là, que ce qui mène à une plainte à l'OMC, parce que ce n'est pas des entreprises elles-mêmes qui se plaignent à l'OMC, c'est des États, puis les États choisissent leur cause, et puis ils vont choisir leur cause stratégiquement.
Et généralement, ils le font, ils ne vont pas aller s'attaquer à un accord sur l'environnement à l'OMC pour toutes sortes de raisons politiques. Là, Alors, il y a des exceptions, puis il y a aussi des dynamiques politiques qui font en sorte que même si on peut se poser la question, est-ce que certains de ces accords environnementaux-là respectent vraiment les engagements que les États ont pris à l'OMC? Ben, je pense que probablement que oui, mais même si c'était non, il semble qu'il y a un passe-droit. Merci beaucoup, M. Morin. Colline aurait une question Oui, pour vous. bonjour. Oui. Fin octobre, à Bruxelles, il y a un exercice sur le traité et protection de la haute mer. La haute mer, je vous emmène dans un domaine un peu spécifique, là. La haute mer est hors zone économique exclusive là, des Mhm. pays. Je me demandais comment ou s'il existait des traités, parce qu'il y a quand même des activités commerciales assez intenses en haute mer. Puis comment un traité commercial pourrait protéger ou aider à la conservation, s'il en existait déjà, puis quels étaient leurs impacts? Oui, donc il existe effectivement un très, très grand nombre d'accords internationaux qui vont gouverner des zones géographiques qui se trouvent au-delà de la souveraineté nationale. Alors, il y a effectivement le nouvel accord sur BBNJ qui a été adopté l'année dernière, mais on peut penser aussi à un très grand nombre d'accords sur les pêcheries. Dans l'Atlantique comme dans le Pacifique, ce sont souvent des accords qui sont régionaux. Et plusieurs de ces organisations sur la gestion des pêcheries, qui sont, encore une fois, au-delà des zones économiques, dans certains cas, au-delà des zones économiques exclusives, euh, incluent des dispositions commerciales. Donc, on va accepter uniquement d'importer des poissons, par exemple, venant de pays qui ont ratifié cette convention. Ok. Tous les navires, en fait, doivent battre pavillon, en fait, d'un État ou d'un autre. Alors, on sait qu'on peut choisir un pavillon, on choisit les pavillons de manière stratégique, là. Mais les États ont quand même un intérêt à pouvoir exporter, à exporter les produits surgelés de poissons, par exemple, dans les marchés européens ou dans les marchés nord-américains. Alors, c'est comme ça que ces dispositions peuvent avoir un impact. Et j'ai donné l'exemple tout à l'heure de l'ozone, mais un exemple qui est beaucoup plus fréquent, c'est celui des pêcheries. Et je trouve que c'est un exemple qui fonctionne, qui est probablement sous-étudié. Et je pense qu'on peut énormément apprendre des accords sur les pêcheries pour imaginer un nouvel accord ou imaginer une nouvelle gouvernance du climat, en fait. Mm. Parce que moi, j'ai quelque chose, j'ai une incompréhension parce qu'on parle beaucoup des pêcheries intenses, massives et assez mauvaises pour la conservation, la biodiversité, etc. Donc, j'ai encore du mal à comprendre, même si Ah oui. il y a ces traités, comment on en arrive encore là, même si bon, il y a l'aspect économique, puis sécurité alimentaire, etc., qui rentre en jeu. Hmm. C'est là où j'ai du mal à voir comment ces traités peuvent aider à la conservation. Mais Oui, alors, ben c'est souvent on revient un peu, je pense que c'était la question un peu de Stéphane, en fait, là, c'est que mm, comment est-ce qu'on peut dire d'un côté qu'il y a des succès, puis en même temps constater que la dégradation de l'environnement se poursuit, en fait. Euh, alors, c'est pour ça, je pense qu'il ne faut pas avoir des attentes, peut-être on a eu à une certaine époque des attentes qui étaient démesurées par rapport à ce qu'on pouvait atteindre avec des accords, avec des traités internationaux. Euh, et, et je pense que l'un n'exclut pas l'autre, en fait. Euh, on peut à la fois affirmer qu'il y a des accords qui sont plus intéressants que d'autres, tout en admettant que ces accords-là sont visiblement pas suffisants pour résoudre des problèmes environnementaux. merci. Mm. Merci. Donc, on a une nouvelle question dans le chat. À nouveau, si Anne-Satiana, si vous souhaitez là, poser la question en ouvrant votre micro, vous êtes la bienvenue. Sinon, je vais vous le lire au bénéfice de tous. Pourquoi cet attachement à l'économie d'abord et les restes? Qu'est-ce qui manque pour imaginer une considération égale de l'environnement, de l'économie et du social? Euh,
Ben, je ne suis pas certain de bien comprendre la question, mais moi, j'étudie entre autres de l'économie politique et puis l'idée, c'est pas de savoir est-ce que l'un prime sur l'autre. Je pense que c'est pas tellement comme ça qu'on aborde la question. Mais on part d'un constant que les décisions politiques sont pas prises, sont pas déconnectées de réalité économique, en fait. Et l'idée des dispositions commerciales, c'est entre autres d'influencer les mécanismes de lobbying, en fait. Euh, en espérant qu'il y ait plus de lobbying pour des dispositions pour des accords ambitieux dans le domaine de l'environnement et moins de lobbying d'entreprises pour des accords qui sont plus modestes ou même pour s'opposer à des accords dans le domaine de l'environnement. Alors, ben, dans le domaine des changements climatiques, hein, on peut aussi voir ça. On sait qu'il y a des gagnants puis il y a des perdants, puis il y a des gens dont le capital va fructifier avec les changements climatiques, puis d'autres dont leur capital va complètement s'effondrer. Alors, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que qu'il y a un groupe qui s'organise et qui milite, puis qui a une influence sur les pouvoirs publics, puis il y en a un autre qui a une influence qui est diminuée. Alors, je pense que c'est comme ça, en fait, que les accords environnementaux qui ont des clauses commerciales, alors leur objectif, c'est pas le commerce, leur objectif, c'est la protection de l'environnement. Puis d'ailleurs, ce qu'on observe, c'est que les dispositions qui ont le plus d'impact, c'est pas des clauses qui libéralisent le commerce, c'est des clauses qui restreignent le commerce. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut privilégier l'économie ou il faut privilégier le commerce au-delà de l'environnement. Là, c'est pas du tout ça c'est pas du tout ça mon propos. Mais je pense qu'en utilisant des leviers économiques, on réussit à avoir un impact politique. Et c'est à travers cet impact politique-là qu'on peut en arriver à des accords internationaux qui sont de plus en plus ambitieux. Merci beaucoup. Moi, Beaucoup. j'en aurais peut-être une petite, Jean-Frédéric, si tu me permets. Je mentionnais tout à l'heure, la COP 16 est entamée à Cali et il y a la COP 29 qui s'en vient. Puis on parle beaucoup de l'enjeu du financement des mesures. Donc, selon ta lecture de ce que tu entrevois là, au niveau de ces négociations-là, est-ce que tu as espoir ou est-ce que tu crois qu'il va y avoir des avancées qui pourront être faites à ce niveau-là? Comment t'entrevois ça? J'ai pas bien suivi les agendas des deux COP. Alors, je peux pas répondre directement sur les COP. Tu as évoqué la question du financement. Et ça, je pense que c'est une autre façon en réalité. Le commerce, c'est une façon de créer des clubs. Mais il y a d'autres façons de créer des clubs. Une autre façon, c'est par du financement aussi. De se dire, on met en commun des moyens financiers, mais seulement ceux qui vont s'être engagés vont y avoir accès. On peut faire la même chose sur le plan des technologies. On peut mettre en commun des brevets, puis se dire, ben, seulement ceux qui vont s'être engagés formellement dans un traité sur l'environnement vont avoir accès à un pool de technologies, alors que ceux qui sont à l'extérieur vont devoir payer des droits de licence qui sont plus élevés ou on n'aura pas accès à des mécanismes financiers. Alors, tout ça pour dire que le commerce n'est pas l'unique façon de créer des clubs. J'ai parlé du prix Nobel Nordhaus, en fait. Il imaginait même de lier ça. Il évoquait la possibilité de le faire par le biais de sécurité. Alors, tiens, on peut lier l'OTAN à des questions climatiques et environnementales. C'est disant, si vous voulez la protection, parce que c'est un peu ça aussi l'OTAN, c'est un club, en fait. Une fois qu'on est dans le club, on bénéficie d'une protection. Mais pour être dans le club et pour rester dans le club, il faut adopter un certain nombre ben, rien à voir avec ce qu'est l'environnement, mais ce qui est vraiment à voir avec la sécurité. Mais c'est un peu la même dynamique, c'est-à-dire qu'on crée un lien entre deux questions qui apparemment sont complètement distinctes, l'environnement et le commerce ou l'environnement et la sécurité. On force un lien entre les deux pour pouvoir créer un effet de levier, en fait, puis pour que les accords environnementaux deviennent plus attractifs. Donc, le financement, ça peut être une façon de le faire. Donc, merci beaucoup. On aura encore le temps pour une ou deux questions. Donc, s'il y a des gens qui hésitaient à la poser, ce serait un bon moment. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Vous pouvez, Oh, excusez, je ne suis pas on vous très écoute, familier monsieur. avec l'intervention sur ces forums-là, là.
Je reviens à la question que je posais tantôt, qui est une question qui me laisse depuis de nombreuses années très perplexe. Puis la réponse de tantôt me laisse encore perplexe assez aussi, mais je comprends que de façon générale, bon, le portrait est complexe. Puis c'est une question de politique, c'est une question de négociation, c'est une question de rapport de force, etc. Mais je pense que j'ai entendu dans les réponses que c'était les États qui pouvaient se plaindre. Moi, les deux cas auxquels, en tout cas, que je connais le plus, c'est pas, j'en ai pas fait une marotte, là, mais c'était une mine au sud, en Amérique du Sud. C'est l'entreprise qui s'est plainte. J'imagine que la plainte ne valait rien parce qu'ils ont eu juste des pinottes, là, mais ils sont présentés à un tribunal indépendant, un tribunal administratif, un tribunal international qui se finance avec les cas qui lui sont soumis. Là. Puis dans le cas de GNL Québec, encore là, c'est l'entreprise qui se plaint. Là. Puis j'imagine qu'ils vont aussi réussir à obtenir pas mal de sous juste par ce biais-là. Ça fait que, est-ce que ce serait possible de regarder un peu, j'aimerais ça si c'était possible d'éclairer ma lanterne un peu sur ce genre de cas-là précisément. Oui. Là. Parce que pour moi, ça a une force financière très importante Oui. qui n'est pas une force de papier puis de signer des accords. Là. Il y a des effets très, très, très concrets puis immédiats puis réels de ça. Oui. Ben, en fait, pour répondre directement à votre question, là, il faut distinguer commerce et investissement. Et ça porte à confusion parce que dans certains accords, ce sont des accords qui portent à la fois sur le commerce et sur l'investissement. Donc, tout à l'heure, j'ai évoqué l'Organisation mondiale du commerce. Ils n'ont pas d'accord sur l'investissement et c'est uniquement les États qui peuvent déposer des plaintes. Et donc, c'est un processus qui est hautement politisé en réalité. Et c'est délibérément comme ça. Inversement, pour l'investissement, là, les investisseurs étrangers qui se trouvent lésés par une mesure qui aurait été considérée comme équivalente à une expropriation, par exemple, peuvent déposer une plainte dans un mécanisme d'arbitrage international et avoir face à eux, des États. Alors, je pense que c'est à ça que vous faites référence. Oui, C'est oui. ce qu'on retrouve dans certains accords commerciaux, puis c'est ce qu'on retrouve dans des centaines, voire des milliers d'accords sur l'investissement. Et on a conclu un très, très grand nombre de ces accords sur l'investissement sans nécessairement avoir l'environnement en tête. C'était le cas dans les années 90. Puis ce qu'on a aperçu dans les dernières années, là, c'est qu'il y a un nombre croissant de différents entre investisseurs et États qui portent sur des mesures environnementales, incluant des mesures climatiques qui ont été adoptées dans les États. Quand on regarde les accords sur l'investissement les plus récents, là, il y a des exceptions qui sont très claires, en fait, sur l'environnement, incluant spécifiquement sur les changements climatiques. Il y a un plus grand nombre d'États là, qui sont en train même de se retirer. C'est le cas de la Charte sur l'énergie en Europe là, qui prévoyait un mécanisme similaire. Il y a des États qui sont en train de se retirer de ces traités sur l'investissement. Euh, et voilà. En fait, ce que je peux vous dire, c'est que c'est effectivement une question qui est très, très controversée. Et je pense qu'il y a eu un peu des créations de mini Frankenstein, là, c'est-à-dire qu'on a créé un système, puis on s'est rendu compte qu'on a perdu le contrôle parce que les investisseurs l'utilisent d'une certaine manière. Alors, il y a différents mécanismes de solution. Là. Il y a un mécanisme de cour d'appel qui a été proposé par l'Union européenne. Donc, ça, c'est un peu une question qui est en suspens, mais qui n'est pas liée aux enjeux commerciaux intégrés dans les accords environnementaux là, que j'ai présentés à l'instant. C'est vraiment une question distincte qui porte sur l'investissement. OK. Donc, merci beaucoup. Ben, ça conclut notre période de questions. Merci à tout le monde. Merci à Jean-Frédéric, bien sûr, pour les réponses éclairantes. Ben, comme je le disais tout à l'heure, on va prendre les 10 dernières minutes pour introduire un peu des capsules qui ont été réalisées, toujours avec Jean-Frédéric qui nous a approchés pour collaborer à la réalisation de 14 capsules finalement de vidéos qui ont été réalisées dans le cadre de la 10e conférence politique environnementale et gouvernance qui a eu lieu du 18 au 21 juin 2024. Donc, les capsules ont été réalisées en deux versions, une anglaise, une avec sous-titres français. Puis, chaque capsule est constituée de réponses d'experts à une question spécifique. Donc, c'est vraiment des experts. Peut-être que Jean-Frédéric, je ne sais pas si tu voulais ajouter un petit quelque chose là,
sur les experts qui se réunissent au sein de ces conférences, je crois, qui sont annuelles puis qui ont lieu à différents endroits dans le monde. Est-ce que tu voulais nous en dire un petit peu plus avant que je Oui, continue? puis en fait, c'est un réseau, une communauté de chercheurs dans le domaine de la politique et de l'environnement, mais les capsules ne portent pas nécessairement sur leurs travaux de recherche. C'est des capsules. Qu'est-ce que les chercheurs devraient faire, par exemple, pour atténuer leurs émissions de gaz à effet de serre? Quelles sont les questions de l'heure pour la prochaine décennie dans le domaine? Si vous aviez à refaire un doctorat, sur quoi est-ce que sur quel sujet est-ce que vous le feriez? Quelles sont les erreurs que vous avez faites? Quels sont les plus grands misconceptions, les erreurs, les biais que l'on maintient dans le domaine. Voilà. C'est des questions qui s'adressent plutôt à un public informé, mais assez général et large. Merci beaucoup. Ben, en fait, ça introduit très bien, puis j'aurais le goût de tout de suite, on va écouter une petite capsule ensemble. Puis justement, parmi les questions qui ont été posées, il y en a une qui était très intéressante, puis j'imagine qu'il y a des étudiants avec nous. Quel conseil donneriez-vous à un chercheur en début de carrière en politique environnementale? Donc, ça va vous donner une idée du ton, puis du format des capsules. Puis on va vous partager sous peu aussi le moyen de toutes les visionner. Just find your passion, and be stubborn about it. Like, find the issue and the questions and the ideas that really motivate you to want to spend a career, particularly as an academic, which is not the easiest of things, right? So I think the people who are most successful do that in the area that they decide to become expert in. And so that's the second piece, is find that thing that gets you interested and excited, that's going to keep you motivated, and become really expert in that. And then again, sort of go from that small area of expertise out into thinking about how that connects into other areas, theories, empirical evidence that we have, data that we have, so that it gets bigger again. And it's really important that you're committed and passionate about what it is that you're doing, and try to keep out the outside noise and people telling you that you should be studying something else. I think that this is an area that calls for interdisciplinary collaboration. And I think that having a wide range of methodological tools, ranging from machine learning to global positioning systems to more standard statistical analysis, as well as ethnographic studies and policy case study approaches, is very important. There's a lot of improvements, and there's a lot of new tools for social scientists to use that. So I would say just take a look at what's been done with all of these new developments in remote sensing, and I think that's a new world that it's open for social scientists that are interested in understanding issues of climate change, environmental politics, deforestation, biodiversity loss, etc. Donc voilà, donc ça vous donne une idée un petit peu du format des capsules, du ton. Donc, comme le disait Jean-Frédéric, il y a toutes sortes de questions qui ont été posées à cette série d'experts-là. Donc, on remercie bien sûr Jean-Frédéric puis toute l'équipe qui ont travaillé sur ce beau projet-là. Donc, concrètement, je pense que ma collègue Elise Katrina, qui est aux communications, va pouvoir partager le lien si ce n'est déjà fait dans l'outil conversation. Donc, vous allez retrouver pour l'instant 10 des 14 capsules. Les 4 restantes vont être diffusées, insérées au courant des prochains jours. Puis, vous allez voir au courant des prochaines semaines, à raison d'une par semaine, on va mettre en valeur ces capsules-là justement dans les réseaux sociaux. Donc, voilà. C'est un peu ça pour les capsules. Donc, comme je disais, disponible sur la chaîne YouTube de l'Institut. Ça va circuler aussi dans les versions anglophones au sein du réseau d'experts dont parlait M. Morin. Donc voilà, donc j'inviterais, je ne sais pas si Jean-Frédéric, on avait fait le tour ou si j'avais bien, on avait
si tu avais En tout cas, de quelque mon chose côté, à il me reste ajouter. à vous remercier, puis à remercier entre autres tous ceux toute l'équipe de EDS qui a effectivement contribué à la production de ces capsules. Ben, si je peux juste, puisque je vous ai accueilli, je vais vous remercier. Je vous ai remercié d'être là. Je vous remercie d'avoir été là. Puis je vous remercie d'avance d'être là lors de d'ici un mois, hein. Je crois que c'est une fois par mois qu'on a des webinaires comme cela. Merci beaucoup, Jean-Frédéric. C'était vraiment très éclairant, très intéressant, très, très, très actuel aussi. Beaucoup, c'est ça euh, qui fait la pertinence beaucoup de cette présentation-là aussi. J'ai vu qu'Élise Katrina a effectivement partagé le lien vers les capsules. Jason vient de partager le lien qui vous permet de vous maintenir au courant des activités de l'EDS, de vous abonner pour recevoir aussi, pour celles et ceux qui ne le seraient pas, pour pouvoir recevoir l'information et prévoir, planifier d'y participer là, lorsque des activités ont lieu. Donc, merci beaucoup à toutes et tous. Il est 12h57. On est dans les temps. On va vous souhaiter une belle après-midi et une belle fin de semaine, un bel automne. Et donc, on se revoit dans un mois, si tout se passe bien. Donc, merci beaucoup à toutes et tous.